Je voulais simplement vous partager ici, c'est ESPN, la majorité de gens connaissent, mais je voulais surtout vous partager Mel Kiper Jr. Alors ce gars-là, c'est Monsieur Draft. Pour être honnête avec vous, si vous regardez un peu sur YouTube et vous commencez à vous y intéresser, à regarder, c'est Monsieur Draft. Il a toujours des mock drafts, et c'est sur ça que je voulais arriver aussi, où en gros, ils font des projections de draft, ils appellent ça des mock drafts, où en gros ils disent, ah bah, moi je pense que ça va se passer comme ça, en gros. Et ils mettent les places, ils mettent les équipes qui vont drafter selon les joueurs et les universités, la position à laquelle, parfois ils anticipent même le fait qu'une équipe monte dans la draft, par exemple le 26e va passer 13e en donnant 2 choix de draft de l'année suivante. Il y a vraiment des trucs très intéressants. Ça, c'est un truc que j'aime encore bien lire, et je le ferai évidemment cette année. Dites-vous bien que c'était déjà le cas avant, mais le combine, c'est le début du cirque. C'est le début du moment où il y a certaines équipes qui sont sûres de leur choix, il y en a d'autres qui peuvent encore hésiter, parce que comme je vous dis, soit tu prends le talent generational qui va changer une génération, ou ils prennent vraiment le besoin de l'équipe. Si on est vraiment bien à un endroit, comme j'en parlais tout à l'heure. Mais ici, c'est le début du cirque. Donc là, on a le combine, on a les gagnants et les perdants, et on va commencer avec les mock drafts. Ensuite, on aura les Pro Days, où on aura peut-être d'autres décisions qui vont être prises, d'autres joueurs qui vont se démarquer, d'autres impressions qui vont se faire. Évidemment, les équipes parlent beaucoup, ils ont des journalistes avec lesquels ils parlent, ils donnent des scoops à gauche à droite. C'est une guerre de la foi. Il y a des équipes qui vont faire croire qu'ils vont drafter un joueur alors qu'ils ont déjà l'idée d'or. Ça, c'est vraiment... c'est là qu'on voit la compétition qui existe aux plus hautes instances, aux plus hautes sphères de la NFL. Les franchises vont essayer de jouer à la fois et à la tox. Ça, c'est clair et net. Et ça va être intéressant de voir un peu le process. J'essaierai de le suivre comme je le fais chaque année globalement et de vous partager un maximum en espérant que ça puisse vous intéresser. Mais Mel Kiper Jr., si vous pouvez le regarder souvent sur ESPN, il a été sur pas mal de plateaux, pas mal de shows sur YouTube où il est invité. Il est super intéressant. C'est un monstre de connaissances. Pourtant, jamais, je ne pense pas qu'il ait été joueur pro. Mais par contre, il est vraiment excellent dans son analyse. Pardon, je bois un coup, j'ai beaucoup trop parlé ce soir et ma gorge est déjà pas top. Ok, sorry. Euh, on- il est très intéressant. Donc je pense que il est très probable que vous me voyez analyser un peu de son contenu ou peut-être une prise de parole dans laquelle il parle d'un joueur ou d'un autre. Euh, Ça va être très intéressant. Je me réjouis de voir ça. Donc c'est juste ici, c'est un petit tip que je donne si vous voulez. euh, Parfois aller plus loin dans ce que je vous dis ou simplement lire des trucs et venir me contredire en direct. C'est avec plaisir. Il a vraiment fait ça, je me ferai un grand plaisir. Mel Kiper Jr., c'est une bible en termes de draft. Et alors, évidemment, il fallait comme que je vous partage ça. Je vous mets pas la vidéo pour ne pas qu'on m'embête, mais voilà de quoi je vous parlais. Mock draft. Donc ici, c'est Jordan Reed, encore une fois d'ESPN qui le fait. Et c'est assez chouette. Vous voyez, c'est assez chouette de voir un peu ça. Donc je vais vous montrer un peu le format. Ici, on vous présente un peu le principe, savoir comment ils vont faire. Mais évidemment, ça, c'est le secret le moins bien gardé. Comme j'appelle ça. Fernando Mendoza va être drafté par les Raiders parce qu'il est excellent. Ils ont besoin désespérément d'un quarterback et ils espèrent changer la face de leur franchise. Et honnêtement, je le souhaite parce que j'aime beaucoup ce gars-là, je le trouve très fort. Et que même si je ne suis pas particulièrement un fan des Raiders, j'adore leurs goodies, j'adore leurs marchandises, j'adore leurs couleurs. Et c'est une équipe mythique. C'est Just Win Baby. Et pour ceux qui s'intéressent vraiment à tout ça, il y a un certain Tom Brady qui est devenu propriétaire minoritaire, si je ne dis pas de bêtises, de la franchise. Donc il aura l'occasion de coacher en direct Mendoza, de lui donner des conseils directement dans la franchise. Et je pense que c'est. Enfin, moi, si j'étais Mendoza, déjà, je serais heureux parce que je vais être le premier choix d'une draft. Et sur plus de 200 joueurs, je pense qu'on peut dire que c'est clairement un motif de fierté énorme. Mais en plus de ça, il va pouvoir avoir euh, le GOAT. Ce que la majorité, je pense, des fans et des analystes considèrent comme le GOAT, c'est Tom Brady. Et il l'aura dans le building à Las Vegas. Donc ça, c'est un mariage qui va beaucoup me plaire. L'année prochaine, il est en fait certain qu'on va analyser leur match. Si j'ai pas de problème de droit d'auteur, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, on va analyser des matchs sur base de highlights des vidéos YouTube de NFL pour que ce soit comme un format qui est possible pour vous et pour moi. Parce que ben, je ne peux pas regarder les matchs en direct, ou alors si je les regarde, mais vous devrez me regarder le match. Je suis pas certain que c'est un truc qui va plaire, à moins que je n'apprenne le contraire. Mais par contre, je pense que ça pourrait être chouette qu'on se retrouve le lundi pour analyser les matchs du dimanche, et le mardi pour analyser le match du mardi, et le vendredi pour analyser les matchs du jeudi. Je pense que ça peut être vraiment chouette. On peut créer une sorte de rendez-vous entre nous où on analyse globalement. Et évidemment, ce sera à vous, si j'ai la chance de me créer une communauté d'ici là, ce sera à vous de me dire les matchs qui vous intéressent le plus. On essaiera de mettre un système de vote ou simplement par vos retours. J'essaierai de choisir les matchs qu'on choisira d'analyser parce qu'on ne peut pas tous les faire toutes les semaines. Sinon, ça va être vraiment énorme et je n'ai pas l'impression que tout le monde aura envie de regarder ça. Mais oui, il note ici à juste titre.
Brock Bowers, pour moi, un des meilleurs tight ends de la ligue. Et Ashton Genty, qui n'a pas été. Qui est un excellent running back, mais qui n'a pas eu l'année à laquelle on s'attendait l'an dernier. Je pense qu'avec Mendoza comme quarterback, il va être bien meilleur. Et pas parce qu'il est meilleur que l'an dernier. Parce que je pense que Mendoza va représenter une menace et que les défenses ne pourront pas simplement. L'an dernier avec Geno Smith, on va pas se mentir, assez rapidement, quand on s'est rendu compte du manque de talent et du manque de schéma des Raiders, les équipes se disaient ok, Genty va pas nous rouler dessus, il va pas courir, on va pas le laisser faire. Donc on stack de box, comme ils appellent ça, on met beaucoup de defensive linemen, on met beaucoup de support à la ligne défensive et on empêche le running back de faire des dégâts. Parce qu'on n'a vraiment pas peur du quarterback, parce qu'on n'a pas beaucoup de respect pour ce qu'il va pouvoir faire offensivement. À raison ou à tort, mais c'est le schéma comme ça que ça se passe. Fernando Mendoza, j'ai pas l'impression qu'ils pourront faire ça, sinon il va être puni. Et je pense que Fernando Mendoza va punir des équipes, il va punir des défenses, et ça va libérer Ashton Genty. Très curieux des Raiders l'an prochain, on va se faire des matchs. C'est sûr, je me réduis. On va aller un peu plus vite après. Ah, ici, mais carrément Harvell Reese, je vous disais, le linebacker edge de Ohio State. Deuxième position pour les Jets. Et ils vont faire quoi niveau quarterback? Ils vont rester avec Justin Fields alors? Ça, je suis un peu surpris, on va voir. Donc, le edge ici pour. Les Cardinals, ils viennent de release Kyler Murray. Ils ont pas un quarterback titulaire à moins qui ne se repose. Comment il s'appelle encore le backup qui est allé là l'an dernier et qui a joué comme titulaire et qui a très très bien joué d'ailleurs. Hein. Ils avaient battu Dallas dans un beau match. Son nom va me revenir. Ne le mettent pas ici. Bon, en tout cas, apparemment, Edge de toute manière, c'est toujours très intéressant. Il dit surtout que Josh Sweat, qui est arrivé l'an dernier à Arizona, qui a 12 sacs, c'est déjà excellent. Mais si vous lui mettez un autre de l'autre côté, bah forcément, pour le système offensif, c'est très très compliqué de créer un schéma quand vous avez deux mecs qui peuvent vous battre et battre votre ligne offensive. C'est très compliqué. Donc ici, on a encore un Edge pour les Titans. Bah oui, eux, ils ont évidemment Jeffrey Simmons, évidemment, ça, aucun doute. Ah, Jermaine Johnson qui vient des Jets qui ont trade. Ok. Et puis ils ont surtout eu le premier quarterback, le first pick l'année dernière, Cam Ward qui a été choisi en premier l'année dernière. C'était vraiment, l'an dernier je vous parlais de Shedeur Sanders plutôt, bah, il y avait vraiment la lutte entre Shedeur Sanders et, euh, et Cam Ward. Donc Cam Ward qui est numéro 1, on va pas drafter un quarterback, c'est ce que je veux dire. On a beau avoir le quatrième choix, on a beau avoir été plutôt mauvais l'an dernier, on va pas drafter un quarterback parce qu'on a envie de développer celui qu'on a déjà drafté. Et surtout, on a Robert Saleh qui était le coordinateur défensif des 49ers avant d'être le head coach des Jets. Ça s'est pas bien passé, il est revenu aux 49ers. Et là, du coup, il a une nouvelle chance d'être. Et lui, évidemment, c'est un coach défensif. Donc ça ne m'étonne pas qu'il ait cherché un gros joueur défensif pour bien faire. Oh, pardon, maintenant, un joueur défensif qui va vraiment tout simplement cimenter la défense. Hmm. Donc Sonny Style, je vous en parlais. Ah, il le met carrément top 5 ici. Ce serait magnifique pour lui. Ça m'arrange pas parce qu'il est dans la division de Dallas et que je pense qu'il va vraiment être excellent. Mais du coup, ils mettent quand même Ever Reese en 2 et en 5. Ok. Les Browns vont chercher un offensive tackle. Si on compte miser sur Shedeur Sanders sur le futur, ce que je pense qu'il devrait faire, mais encore une fois, je suis personne, c'est juste une opinion, je le rappelle. Mais oui, si on veut que Shedeur Sanders soit bon, il faut le protéger. Parce que c'est encore un de ses défauts en étant un jeune quarterback, je trouve, c'est qu'il a tendance à trop garder la balle en main pour vouloir justement créer le big play. Il la garde pas trop en main parce qu'il est nul, il la garde trop en main parce qu'il cherche le big play, il cherche à créer la différence. Et il doit parfois comprendre qu'il y a des moments où il ne peut pas se le permettre. Il ne peut pas avoir le big play, il doit se contenter du check down, il doit se contenter de la passe facile ou de simplement donner la balle à soi. Il ne peut pas se faire sac 50 fois par saison. Sinon, malheureusement, il aura une carrière écourtée parce qu'on ne peut pas avoir des mecs de 100-125 kg qui arrivent à 30 km/h pour vous blast. On ne peut pas faire ça pendant des années. Donc évidemment, l'idée de le protéger me semble être une très bonne idée. Oh, Caleb Downs, qui lui va être à mon sens excellent safety Washington Commanders. Jeremiah Love. Donc d'après ce que je vous disais tout à l'heure, apparemment il serait quand même, malgré le fait qu'il ait été dépassé au combine par un autre running back, il l'annonce plus haut. Faut voir. Après, c'est vrai qu'ici j'ai pas pensé, mais comme ils ont drafté Tyler Shaw l'an dernier, lui donner un bon running back. Après, vous entendrez souvent cette phrase, si vous commencez à vous y intéresser, vous entendrez souvent la phrase le meilleur ami du quarterback. Voilà. Un jour c'est la défense, un jour c'est le running back, un jour c'est le head coach. Bon. On dit souvent que le running back, est le meilleur ami du quarterback parce qu'il lui permet de se sortir de situations et surtout, comme je vous l'expliquais avec les Raiders, quand vous avez, ça va dans les deux sens. Quand vous avez un running back qui représente une menace, vous êtes obligé de mettre les gens dans la boîte pour ne pas le laisser vous marcher dessus. Donc, ça libère des espaces pour le quarterback. Quand le quarterback représente une menace,
On ne peut donc pas forcément mettre tout le monde dans la boîte, sinon il va. Si vous lui laissez ses meilleures cibles en 1v1 ou en libre, il risque de. Il n'y aura pas de match, il va vous déglaguer très vite et il n'y aura pas d'histoire. Donc c'était ça, cet ajustement de schéma qui est très intéressant à voir. Et en général, il y a cette dualité entre running back et quarterback, parce que c'est les deux, en général, les deux premiers joueurs qui touchent la balle. Toujours le quarterback en premier, hormis sur des dessins originaux, mais en général, la balle va vers le quarterback. Il décide de la donner au running back selon le play design ou non. Mais les deux, c'est interdépendant comme position, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, les quarterbacks qui parviennent à être excellents avec un running back moyen ou un running back qui parvient à être excellent avec un quarterback moyen, ça c'est vraiment incroyable en général. Ça sort de l'écran. Vous le voyez assez vite, ça sort de l'écran. Mais souvent, quand les équipes les plus balanced à ce niveau-là, les plus équilibrées, c'est quand vous avez les deux représentent une menace. Peut-être pas élite, mais ils représentent une menace et vous pouvez pas les laisser en se disant c'est bon, celui-là on peut mettre le backup DB sur celui-là. Non, 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 non. Vous devez absolument défendre les deux. Et c'est là que les systèmes offensifs deviennent absolument jouables. Parce qu'avec le play action, quand le quarterback fait mine de donner la balle au running back, jusqu'à la dernière seconde, vous ne savez pas s'il run ou s'il lance. Donc ça, l'effet de surprise est garanti. Je ne vais pas dire garanti, c'est exagéré comment, mais il y a un effet de surprise qui peut être créé et on peut créer des superbes actions sur cette base. Donc je me réjouis de voir si Jeremiah Love va être avec Tyler Sugar à bon Dieu. Oh, Colonel Tate, un receveur pour Patrick Mahomes. Jean-Luc Rachira, ça va encore eu des ennuis avec la justice. Colonel Tate. J'ai vu son nom, je l'ai pas assez regardé, j'irai jeter un oeil, je suis intrigué du coup. Donc cornerback pour les Bengals. Ah oui, c'est ça que je veux dire. Voilà. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. En gros, ce qu'ils disent ici, c'est. Je ne sais pas si c'est spécialement le plus gros besoin de l'équipe, mais apparemment, lui, il est tellement fort à sa place que c'est difficile de passer à côté. Il est vraiment. C'est le. Bah, apparemment, ce serait le meilleur joueur défensif disponible et le meilleur cornerback de la QV. Donc, ça, même si les Bengals avaient des besoins ailleurs, ils pourraient faire ce choix de le drafter parce il peut changer la phase du jeu. La phase de leur équipe. Offensive tackle pour Miami. Mais Miami, est-ce qu'ils n'ont pas payé le backup des Packers, Malik Willis? Ce serait pas une mauvaise idée de le protéger alors. Ou alors on reste avec tout à l'année prochaine. Je ne sais pas. Je crois encore une fois, on va devoir attendre un peu avant que ça se délite, tout ça. Il y a encore pas mal de choses qui doivent se passer. Et on aura l'occasion de regarder. Oh, Proposed Trade, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a certaines équipes, donc déjà en 12, c'était les Dallas, je le sais, parce que. En gros, les Cowboys ont 12 et 20, si je dis pas de bêtises, je le sais, parce que c'est vraiment une équipe que je suis beaucoup. Et là, du coup, on aurait les Jets qui viendraient chercher, donc ils donneraient quelque chose. Donc en gros, les Jets donneraient à Dallas un first round pick qu'ils ont obtenu en tradant Sauce Gardner aux Colts à Indianapolis, et un quatrième et un septième round pour monter au 12e. Ça m'étonne pas que Dallas l'accepte, pour être honnête avec vous, parce que je pense que ils vont pouvoir faire du bon joueur, ils vont pouvoir vraiment se faire des bons joueurs défensifs. Je pense qu'il reste encore quelques joueurs très intéressants. Et Sonny Styles, je le répète, lui j'aurais bien voulu. Je pense que si Sonny Styles était éventuellement disponible, je suis pas sûr que les Cowboys fassent le move. Mais là, ils se disent, bon, on va reculer de quelques places, donc on va regarder jusqu'où il tombe. Mais quand il tombe jusque-là, c'est difficile de savoir. C'est vraiment difficile de savoir ça. C'est vraiment difficile de savoir s'ils vont le laisser ou non. On va le savoir bientôt. Enfin bref, j'avance un peu, sinon ça va prendre des heures. Donc en gros, eux, ils prendraient Mackay Lemon, qui est wide receiver. Ouais, Garrett Wilson, qui est déjà des meilleurs. Donc si vous mettez de l'autre côté à Mackay Lemon, qui est drafté très haut d'ailleurs, très haut. Hein. Magnifique. Donc on a un receveur, et là, ça je suis très content de voir évidemment les Rams qui drafteraient Kenyon Sadiq, on l'a vu tout à l'heure, qui a été des grands gagnants du Combine. Mais comme on le disait, il était déjà considéré comme un des meilleurs tight ends universitaires. Donc peut-être qu'il a gagné quelques places, mais croyez-moi, avec le film, les Rams savaient déjà qu'il était incroyable, ils n'ont pas attendu le Combine. Hop, avec Matthew Stafford, avec Puka Nacua. Ouais, bon, ça va vraiment pas être, ça va pas être facile pour la défense de défendre les Rams l'année prochaine si vraiment ils prennent Kenyon Sadiq, ça va être ridicule. Ça c'est Pat McAfee aussi très intéressant sur son contenu via ESPN. Donc les Chiefs qui lâchent Trent McDuffie, là je suis absolument sous le choc, c'est pour ça que ça m'a pris quelques secondes. Ils ont lâché Trent McDuffie. Il est excellent ce cornerback. Donc il faut recevoir en 2026 le pick numéro 29, un cinquième et un sixième choix et un troisième choix de 27. Donc oui, ils l'ont payé cher, mais je vous dis c'est normal. Hein. C'est absolument normal.
J'avais juste pas vu ça. Sorry pour cette parenthèse, les gars, j'avais juste pas vu ça, je l'ai découvert un peu en même temps que vous. Mais ils ont lâché Trent McDuffie. Donc c'est-à-dire que les Rams viennent de se faire McDuffie en défense et ils pourraient aller chercher Kenyon Sadiq. Euh, avec Stafford qui sort d'une saison MVP. Et des Tutu Atwell, des Puka Nakua, des. Est-ce que Devontae Adams est encore là l'année prochaine? Enfin, leur équipe va être ridicule. La NFC, les gars, faites attention. Encore une équipe qu'on va suivre parce qu'à mon avis, ça va être football américain champagne, les gars. Ah, j'ai jamais réussi à prononcer son prénom, mais Olaiva Vega, Johan de Penn State, c'est un des meilleurs offensive linemen. Et ça ne m'étonne pas qu'il est aux Ravens. Il faut protéger Lamar Jackson. Donc Kendrick Falk, Edge. Donc on va avec Hassan Reddick et Logan Hall. Ouais, donc on va essayer d'aller. On va aller defense, normalement, côté des Bucks. Je ne suis pas vraiment surpris. Alors, defense côté Dallas, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était clair et net. Hein. Safety, c'est vraiment une position de laquelle ils ont. Ok, donc apparemment, son profil match avec le système que Dallas a tendance à employer en défense. Je dis ça, c'est très important parce que les équipes recherchent, c'est vraiment le travail du general manager. C'est d'identifier la manière avec laquelle les systèmes fonctionnent et de mettre les joueurs en place et de prendre les profils de joueurs pour que ce système soit bien. Alors évidemment, ça peut changer en cours de saison, ça peut changer d'une année à l'autre, mais ça, c'est leur travail, c'est de savoir ça. Savoir comment faire en sorte de drafter les joueurs qui vont apporter le plus de valeur simplement à l'équipe et au schéma qui est mis en place. Donc vu qu'on aime bien les too high safety, c'est-à-dire que les safety qui sont assez hauts. Vous voyez, deux safety assez hauts. Et apparemment, Tieneman a vraiment ce profil où il peut close the gap, on appelle ça. Donc il peut vraiment fermer l'espace assez rapidement parce qu'il a les qualités athlétiques. Et apparemment, il a ce qu'on appelle le ball hawk. Ça, j'adore ça. Donc on va défense côté Detroit Lions. Ok. Pareil. Caleb Banks, j'ai entendu parler de lui aussi. Ah, Spencer Fanon, on l'a vu dans les grands gagnants tout à l'heure. Ben, si on continue avec Bryce Young, qui a fait une bonne saison l'an dernier, Spencer Fanon, le fait de le défendre, ça me semble être une plutôt bonne idée parce c'est un peu un pocket quarterback, il est un peu, comment dire, undersized comme ils disent. Il est un peu trop petit par rapport au poste, mais il a fait une très bonne saison l'année dernière, donc l'idée de le protéger n'est vraiment pas mauvaise. Donc ça veut dire que s'ils font ce choix-là, c'est-à-dire qu'on se dirige quand même vers un futur avec Bryce Young, ancien quarterback d'Alabama, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Je dis pas de bêtises, Bryce Young c'était Alabama. Pas West State, je pense que c'était Alabama. Donc les Vikings iraient défense parce qu'on a J.J. McCarthy qui a été drafté l'an dernier, donc on va quand même essayer. C'est pour ça qu'on a laissé partir Sam Darnold qui est allé gagner le Super Bowl à Seattle. C'est parce qu'on avait J.J. McCarthy qui venait de Michigan. Donc là on va essayer de le protéger. Ah non, Titi. Donc on va défense. Non, on va de l'autre côté du terrain, pardon. Là on veut défendre Bryce Young. Avian Terrell qui est cornerback. Donc on aurait un safety et un cornerback pour Dallas. Donc pas de linebacker. Ok. Mais c'est vrai qu'ils ont lâché l'année dernière Trevon Diggs, après sa blessure, qui n'était plus lui-même. Il y a évidemment Darren Bland qui a été payé comme un numéro 1. Je pense que c'est un numéro 1, mais je ne sais pas s'il est aussi fort que les numéros 1 qui ont eu un contrat aussi lucratif que le sien. Je n'en sais juste rien. Mais j'adore le joueur. Je pense qu'il a d'ailleurs le record de pick 6. Donc le pick 6, c'est quand vous interceptez la balle et que vous retournez dans l'end zone adverse pour marquer les 6 points. Je pense qu'il a le record all-time. Je pense qu'il en a 6 sur une saison avec Dallas. Donc c'est un mec. Il peut se faire battre sur certains coverage. Je sais qu'il a certains défauts dans sa manière de couvrir les receveurs. Mais par contre, si vous lancez la balle dans sa direction et qu'elle n'est pas parfaite sur le receveur, en général, c'est intercepté, et ça fait des dégâts. Je veux dire, au-delà de l'interception, je vous assure que quand il attrape la balle, c'est assez drôle à voir. Parce que ça fait longtemps que je parle. Maintenant, je vous aurais montré une petite vidéo où vous voyez le moment où il intercepte la balle, ça devient un running back, le gars. Il intercepte et ce qu'il veut, c'est éviter tout le monde pour aller scorer. Il devient un joueur offensif dès qu'il attrape la balle. C'est assez incroyable à regarder. Donc c'est vrai que si on lui donne un très très bon. Parce que vous vous doutez que s'il est sélectionné en 20ème place, c'est qu'il a des bonnes tapes, est-ce qu'il a des bonnes mensurations physiques et musculaires. On va pas se mentir, de force. Vous voyez, le nouveau coordinateur défensif, donc Christian Parker, parce que l'an dernier c'était Matt Eberflus et ça n'a pas fonctionné du tout pour Dallas. Moins qu'on puisse dire. Apparemment, il a un schéma qui est assez connu, le scheme, donc le schéma, je vous en parlais. Et apparemment, ce joueur-là est vraiment bon dedans. C'est le but, encore une fois, de general manager du staff qui s'occupe des drafts. Quel joueur amène le plus de valeur dans le système qu'on veut mettre en place? C'est très complexe, mais c'est très intéressant. Oh, wide receiver du côté Steelers. Ça ne me choque pas, ils ont tendance à très très bien drafter les receveurs. Historiquement, les Steelers, je sais pas comment ils font, mais ils chopent souvent des bons receveurs.
Antonio Brown, Juju Smith-Schuster, George Pickens. Alors malheureusement, ça se finit souvent mal au niveau du comportement, etc. C'est vrai que les trois que je vais te vous donner, ça se finit mal. Mais les mecs sont souvent draftés et ils draftent bien. Ils se trompent pas, les mecs. Je vous assure. Il y avait aussi l'autre, lui, ça n'a pas été. Qui a été à Miami, puis le drafter que je l'aimais vraiment bien aussi, j'ai oublié son nom. C'est qu'ils ont DK Metcalf, de toute manière, qui est absolument incroyable. Mais de l'autre côté, c'est que vous auriez vraiment. Ouais, vous aurez vraiment du lourd. Hein. Jordan Tyson avec DK Metcalf. Et comment il s'appelait? Chase Claypool. Ça me revient, je suis pas complètement grillé ce soir. Chase Claypool qui avait aussi drafté par les Steelers, qui a été excellent pendant un moment, mais malheureusement ça s'est mal fini parce qu'après les Steelers, il est allé à Miami, peut-être encore ailleurs, et puis il était en dehors de la ligue. Malheureusement, sa carrière n'a pas été très longue. Pourtant, niveau de talent, les gars, Chase Claypool, je pense vraiment que c'était plus mental. Parce que je l'ai vu faire des trucs sur le terrain, les gars, il était vraiment fort. Encore une fois, drafté par les Steelers. Il draft très très bien les receveurs. Donc s'ils prennent vraiment Jordan Tyson, c'est quasi une garantie que le mec va être bon. Offensive tackle, on veut protéger Justin Herbert. Surtout que j'ai vu qu'ils ont release Mekhi Becton, qui était vraiment bon, mais ils voulaient économiser pour le cap, parce que vous savez qu'il y a un salary cap, je vais pas en parler maintenant, il est trop tard, mais il y a un salary cap, donc on fait pas ce qu'on veut avec l'argent. Et on veut protéger absolument le quarterback, et c'est une bonne solution, parce que c'est le quarterback du futur, il n'y a aucun doute. Justin Herbert est excellent, le coach est excellent, surtout que si je dis pas de conneries, ils ont recruté Mike McDaniels, qui est l'ancien head coach de Miami, comme coordinateur offensif. Donc ça c'est incroyable. Sincèrement, c'est incroyable. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose. Avec le frère, c'est Jim Harbaugh. Je pense que John, il est à New York après être allé à Baltimore. Je pense que Jim Harbaugh est le coach principal. Non, j'en suis sûr. Ça. Je sais pas si c'est John, mais je pense que c'est Jim, je suis quasiment sûr. Jim Harbaugh en coach. Et en coordinateur offensif, vous avez Mike McDaniels, qui a certes échoué comme head coach à Miami, mais qui reste un génie offensif. Hein, les gars, ne vous méprenez pas. Il a eu un échec dans sa carrière, un petit bump, mais il reste strictement excellent. Faut pas se leurrer ici, c'est strictement vrai. Offensive tackle, on a parlé tout à l'heure avec Topatar, on a parlé quelques fois de Jalen Hurts. Ça me semble être une bonne idée de le protéger. Parce qu'en plus, ils sont connus pour ça. Il y a le fameux touche-push, la phase offensive où globalement, les joueurs viennent derrière pour pousser Jalen Hurts. C'est très décrié pour le moment. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais la ligne offensive, c'est une des grandes forces. Ils ont gagné le Super Bowl avec une bonne ligne offensive. Ça fait des années qu'ils ont une top 5 ligne offensive. Donc ils restent dans leur tradition. Caleb Lomou, ils veulent faire du lourd. Ils veulent avoir une bonne ligne offensive bien protégée. Le jeu à la course pour Saquon Barkley, qui a une moins bonne année l'année dernière que l'année avant. Donc on veut relancer Saquon Barkley et Jalen Hurts. Donc pour ce faire, on va proposer un nouveau tackle, un nouveau OT, offensive tackle. Ça semble tout à fait logique dans le choix. Honnêtement, je vois rien de scandaleux. Oh, un receveur pour les Browns, qui ont lors d'un draft avec. Ah, c'est l'an dernier, c'est pour avoir Travis Hunter peut-être. Je suis pas formel, mais ça doit être ça. Ouais, avec Jerry Judy. Donc en gros, on va essayer de donner des armes. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que le premier des choix des Browns, on voulait protéger Shadow Thunder si c'est vraiment lui qui est désigné comme quarterback numéro 1, mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer et c'est ce que je ferai personnellement. Mais on va lui donner aussi un ressort. Donc c'est cool, on le protège, on lui donne une arme offensive. Donc ça me semble encore une fois être vraiment un très très bon choix. Euh, Pardon. Ici, on va jouer. Donc les Bears vont chercher de la défense. Est-ce que je suis étonné? Non, pas vraiment. Le système offensif fonctionnait bien avec Ben Johnson. On avait un beau run game. Non, ça me semble bien. CJ Allen, un homonyme de Josh. Un linebacker du coup pour les Bills. Ah oui, un nouveau coordinateur défensif vu qu'ils ont viré le coach. Mais globalement, oui, on va drafter défense avec un nouveau coordinateur défensif. On n'est pas surpris. Un receveur pour les 49ers et Brock Purdy parce que bah, globalement, il y a plus grand monde. Brandon Ayuk va pas être là. Il y a Jawan Jennings, mais je ne sais pas si. Ouais, c'est ça, il va devenir free agent. Je ne sais pas s'ils vont le. Ricky Pearsall, par contre, lui, il a été drafté il y a quelques années, donc c'est sûr qu'il va être là. Donc ce serait Casey Conception. Enfin, Conception. C'est pas du tout. Je ne le connais pas du tout. Par contre, lui, je n'ai vraiment jamais vu son nom. Casey Conception. Ok. Texas A&M, par contre, je connais quand même bien. Ok. Cool. Bah donc un petit receveur pour Brock Purdy, ça a du sens. Oh, ça c'est le genre de truc qu'on aime voir. Tout à l'heure, je disais pourquoi les Cardinals ont drafté autre chose qu'un quarterback. Et là, ici, dans la mock draft, ça a du sens. Pourquoi? Parce que ils voudraient. Les Texans, apparemment, n'ont pas vraiment un joueur qui leur plaît absolument à la fin du premier round.
Donc il pourrait accepter de prendre quelques pics supplémentaires pour avoir quelques joueurs en plus pour laisser les Cardinals revenir. Et on irait chercher Ty Simpson. Alors Ty Simpson, j'en ai entendu beaucoup parler, ça pourrait être une grosse surprise. Il est pas particulièrement attendu au premier round. Il peut l'être. Dans certains pundits ont tendance à dire, certains chroniqueurs ont tendance à dire qu'il va l'être. Mais ça peut être une vraiment bonne surprise. J'ai vu la vidéo d'analyse de Chase Daniels, qui est un ancien quarterback, qui a participé à une émission sur Fox que j'ai découvert là-bas. Et il a une page YouTube super intéressante pour ceux qui sont fans des schémas offensifs. C'est un ancien quarterback et il analyse un peu ça. Il est incroyable. Et je l'ai entendu parler de Ty Simpson et il disait que c'était un prospect qui est pas encore bien. euh, comment dire? Il est pas encore bien. C'est pas encore un produit fini, je vais dire ça comme ça. Il est pas encore un produit fini, mais par contre, il a une marge de progression énorme. Et apparemment, sa marge, elle n'est pas garantie, mais il y a de fortes chances qu'il atteigne cette marge. Donc, ça, Ty Simpson, si ça se passe comme ça, je serais très curieux de le regarder. Parce que j'étais un peu surpris, honnêtement, de voir les Cardinals ne pas sélectionner parce que. Il y avait Jacoby Brissett, c'est le nom qui ne me revenait pas tout à l'heure. Un des nombreux noms qui ne me sont pas revenus aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Mais Jacoby Brissett, qui est normalement un backup, mais qui a été excellent avec les Cardinals de l'an dernier, donc c'est vraiment le bon choix. Enfin, encore une fois, de quel droit je dis ça? De ma propre. Enfin, des informations que j'ai pu récolter, de ce que j'ai pu regarder, ça me semble être vraiment un choix incroyable. Parce qu'on peut laisser les clés à Jacoby Brissett, qui a été excellent l'an dernier, qui a l'habitude du rôle de backup, mais qui pourrait mentor un peu, qui pourrait être le mentor de Ty Simpson. Comme ça, la première saison, il est même pas obligé de jouer Ty Simpson. Il apprend. Il prend les bonnes habitudes, il apprend des pros, il apprend les systèmes, il fait des reps parfois surtout avec les second team, mais il pourra avoir aussi avec les first team. Donc ça pourrait être un choix incroyable, je serais très curieux. S'ils font ce choix-là, je vais être très curieux. Vraiment, ça me plaît beaucoup ce genre de choix. Et alors évidemment, on est obligé d'aller cornerback, obligé non, mais on est quasi obligé d'aller cornerback du côté des Chiefs. On a Trent McDuffie, à ma grande surprise, je suis un fan incontestable du joueur. Mais bon, il y a des choix à faire, les Chiefs se sont complètement plantés l'an dernier. C'était la pire saison de l'ère Patrick Mahomes, qui en plus ça s'est blessé. Donc là, on voulait repartir, avoir un receveur. Donc pour le prix de Trent McDuffie, on s'est globalement fait un cornerback et un wide receiver en espérant qu'il hit. Et les Chiefs sont connus pour ça. Je pense qu'en 2023 ou en 2024, sur les 20 dernières années, je pense que les Chiefs étaient numéro 1 de joueurs draftés qui sont devenus pro bowlers. Donc ça en dit beaucoup. Ils ont un très très bon staff quand il s'agit de drafter. Donc j'ai tendance à leur faire confiance. Et puis c'est une équipe qui a eu beaucoup de succès et ça vient jamais de nulle part. Donc en gros, ce serait Jermon McCoy de Tennessee. C'est curieux. Donc on aurait un receveur et un corner. On aurait vraiment les deux positions opposées sur le premier round. On a un safety pour les Broncos. Ok, parce qu'ils ils avaient déjà une défense incroyable l'an dernier, hein. Les gars, les Broncos, c'était déjà une très très bonne défense. Et jouer à côté de Patrick Surtain Jr., qui est pour moi un des meilleurs corners de la ligue, notamment Christian Gonzalez, que j'ai analysé pendant ma vidéo d'analyse du Super Bowl. C'est incroyable. Ce sont des gars absolument, absolument incroyables. Ça fait trop plaisir à voir. Et c'est vrai qu'ils disent, c'est la première chose que je me suis demandé quand j'ai vu safety, je suis un peu surpris, mais qu'est-ce qu'ils disent? Que disent-ils, pardon? Que disent-ils? C'est que ça aurait été chouette d'avoir un playmaker pour Bonix parce qu'offensivement c'était quand même pas incroyable l'an dernier. Ils avaient des comebacks incroyables au quatrième quart-temps, ils étaient capables de gagner beaucoup de matchs, ils étaient très bons. Mais c'est vrai qu'offensivement il n'y a pas beaucoup d'armes, mais on continue de renforcer la force de base qui est la défense. J'ai rien à redire. Pareil, on va défense côté Patriots, je suis pas vraiment surpris. Je sais que ça aurait été chouette de donner peut-être une arme vraiment correcte à Drake May, mais on s'est rendu compte que Drake May en deuxième année, avec le système en place de Josh McDaniels, aucune insulte ici, mais pas avec des joueurs élites et de premier plan, il a fait de très bonnes choses offensives, donc on va encore améliorer la défense avec un edge rusher de Texas A&M qui est Cassius Howard, cornerback. Donc on va défense du côté des Seahawks. Ah ouais, donc on a Rick Woolen qui pourrait être free agent, j'en ai entendu parler à Dallas, c'est pour ça que je le sais, parce que j'en ai que Dallas pourrait éventuellement le choper. Et Josh Jobe, donc oui, on en a deux qui vont partir. Et d'ailleurs, ouais, voilà, encore une fois, on connaît le schéma de Mike McDonald, j'en ai parlé lors de l'analyse du Super Bowl, donc faites-moi plaisir. N'hésitez pas à aller jeter un oeil, à commenter, à revenir vers moi pour qu'on puisse emmener la discussion à d'autres dimensions. Moi, ça me ferait très plaisir, je ne demande que ça. C'est une des grandes raisons qui m'a donné envie de créer du contenu, c'est d'avoir un échange avec d'autres personnes qui sont mordues comme moi, avec d'autres personnes qui ont envie de converser et d'apprendre un maximum de choses, parce que moi, dans mon entourage direct, j'ai pas cette chance d'avoir des gens qui sont vraiment très très intéressés, qui ont vraiment envie. J'en ai une ou deux avec lesquels je prends énormément de plaisir. Mais
si je peux créer une petite communauté autour de laquelle on peut se donner des infos et on peut se contredire et apprendre ensemble, et évoluer ensemble, moi, ce serait vraiment un objectif atteint pour moi. Je vous le dis honnêtement, ça c'est objectif atteint, je suis content, on peut remballer. Mais du coup, on ira encore renforcer la défense du côté des Seahawks.